Bonjour et bienvenue dans La Neurosédingo. Dans l'épisode précédent sur les 3 cerveaux de MacLean, on a vu que la mission principale de notre cerveau, c'était d'assurer notre survie et que pour y parvenir, il avait 2 obsessions, la sécurité et la stabilité. Et oui, ton cerveau considère tout ce qui est nouveau, instable ou imprévisible comme une menace potentielle et passe donc en mode alerte dès qu'il imagine un potentiel danger pour te garder dans une zone qu'il juge sûre, sans s'inquiéter de savoir ce que toi tu en penses, et surtout sans que ça soit forcément bien pour toi. Il aime ce qu'il connaît et qu'il juge sans risque. Et c'est pour assurer cette mission qu'il se construit un référentiel de sécurité basé sur tes expériences négatives passées. Dès les premières années de notre vie, notre cerveau enregistre nos mauvaises expériences pour créer un référentiel de ce qui est dangereux. Mais ce référentiel n'est pas neutre, parce que ton cerveau accorde beaucoup plus de poids aux émotions négatives qu'aux positives. L'idée étant qu'il puisse reconnaître une situation dangereuse que tu as déjà vécue pour t'éviter de la revivre. Par exemple, si enfant tu t'es fait mordre par un chien, ton cerveau a enregistré ça comme un danger. Et même des années plus tard, à chaque fois que tu croiseras un chien, il activera cette alerte peur juste pour t'éviter que tu revives la même expérience. Sans aucune nuance, il ne fera pas la différence entre un gros ou un petit chien. Et c'est valable pour tout. Un rejet, une humiliation, un échec, une déception, tout ce qui a généré une douleur ou une mise en insécurité dans ton passé devient une référence à éviter. Par exemple, si tu as vécu une rupture amoureuse douloureuse, il t'enverra la peur d'aimer à nouveau pour te protéger d'une nouvelle déception, même si la nouvelle relation est totalement différente. Et pour remplir cette mission de protection, il peut utiliser plusieurs stratégies, à commencer par la plus courante, les peurs irrationnelles, qui se différencient des peurs dites rationnelles par le fait qu'elles ne sont pas logiques, mais surtout qu'elles ne te protègent d'aucun danger réel. Par exemple, la peur de l'inconnu, du jugement des autres ou de l'échec. Contrairement aux peurs rationnelles qui, elles, te protègent des risques qui peuvent représenter un réel danger comme la peur du feu, de la hauteur ou des prédateurs. Le problème des peurs irrationnelles, c'est qu'elles sont profondément ancrées en nous parce qu'elles viennent de très loin. Elles remontent à la préhistoire et n'ont pas été mises à jour depuis, ce qui crée souvent des décalages entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Par exemple, la peur du jugement ou du rejet par les autres vient du fait que pour nos ancêtres, être rejeté de son clan signifiait souvent la mort, parce qu'il était impossible de vivre seul dans un milieu aussi hostile. Sans tribu, tu n'avais pas de protection, pas de nourriture et donc peu de chances de survivre. Alors qu'aujourd'hui, se faire critiquer ou ne pas être validé par les autres sur les réseaux sociaux par exemple, ne met pas notre vie en danger. Je te reparlerai des peurs irrationnelles, mais pour l'instant retiens juste que ton cerveau a donc conservé en mémoire cette croyance archaïque que pour survivre, il faut être accepté par les autres. Donc, il vaut mieux se conformer et répondre à leurs attentes. Du coup, ces peurs continuent de s'activer même dans des situations qui, aujourd'hui, ne représentent aucun danger réel. Le seul avantage à ces peurs, c'est qu'on les connaît et qu'on les ressent. Même si on n'en a pas toujours conscience, on a quand même les moyens de les identifier pour apprendre à mieux les gérer et dans certains cas à carrément les dépasser. Par contre, il existe un autre mécanisme beaucoup plus sournois, souvent méconnu et pourtant très puissant que ton cerveau peut utiliser à ton insu. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Le mot hédonique voulant simplement dire lié au plaisir. En fait, ce mécanisme permet à notre cerveau de nous habituer à tout pour toujours nous ramener à un niveau d'équilibre émotionnel qu'il juge normal et stable. Quand on vit un événement très positif, une victoire, une réussite ou un moment intense de joie, notre cerveau libère un pic de dopamine, la fameuse molécule du plaisir. Mais il ne veut pas maintenir ce pic trop longtemps pour préserver ton équilibre interne. Alors il réduit rapidement l'intensité de cette sensation. L'excitation s'efface peu à peu, l'enthousiasme se stabilise et ce qui au début semblait exceptionnel devient une nouvelle ligne de base, un nouveau normal. C'est pour cela que ce qui nous émerveille au départ, une promotion, une nouvelle maison, un succès personnel, finit par perdre de son éclat avec le temps et souvent rapidement. Non pas parce que les choses ont perdu de leur valeur, mais parce que notre cerveau ajuste notre ressenti pour nous ramener à un état plus neutre. Et ce mécanisme agit aussi sur ce qui nous déplaît, voire sur ce qui nous fait souffrir. Petit à petit, notre cerveau atténue notre inconfort. Il nous fait oublier la force de notre frustration ou de notre tristesse pour que notre état redevienne là aussi supportable. Résultat, on s'habitue à ce qui ne convient plus et même à ce qui nous fait souffrir sans vraiment
sans en avoir conscience. On finit par trouver normal de rester dans une situation inconfortable sans se douter qu'encore une fois, c'est notre cerveau qui préfère nous maintenir dans une forme de stabilité, même bancale, plutôt que de prendre le risque de nous laisser affronter l'inconnu. Et c'est ce mécanisme qui explique qu'on a toujours cette sensation de ne jamais être satisfait ou d'en vouloir toujours plus, parce que la notion de satisfaction et de plaisir retombe trop vite. Par exemple, imagine que tu rêves de t'acheter une belle voiture. Avant de pouvoir le faire, tu vas t'imaginer que tu seras très heureux de l'avoir et satisfait pour longtemps. Sauf que le jour où tu arrives enfin à avoir ta voiture, ton cerveau va rapidement faire baisser cette satisfaction sans que tu le saches. Mais le pire quand on y pense, c'est qu'il arrive à faire en sorte que l'on s'habitue à supporter ce qui nous plaît pas, voire ce qui nous fait souffrir pendant des mois, voire des années. Que ce soit un travail ou une relation qui ne nous amène plus rien, ou pire, une relation qui peut nous faire souffrir. Ça peut paraître assez incroyable quand on y réfléchit. Et pourtant, les scientifiques nous expliquent que lorsqu'on vit une expérience agréable, notre cerveau active donc la production de dopamine et on ressent une vague d'enthousiasme, d'euphorie parfois. Mais que c'est en gérant ce niveau de dopamine que notre cerveau agit directement sur notre niveau de plaisir et ce qui nous faisait vibrer devient normal. Et quand on est coincé dans une situation difficile qu'on ne peut pas fuir, alors ton cerveau s'arrange pour te faire oublier progressivement ta douleur et pour neutraliser ta révolte intérieure pour protéger ta santé mentale en libérant des endorphines pour atténuer ta douleur. Et au fil du temps, il réduit aussi la sensibilité de certains circuits émotionnels comme s'il baissait progressivement le volume de ta souffrance pour te protéger. En version courte, on peut dire que l'adaptation hédonique, c'est la capacité de ton cerveau à te maintenir dans un état émotionnel modéré et stable. Parce que ton cerveau préfère cette illusion de stabilité plutôt qu'un saut dans l'inconnu. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas qu'il est capable de faire ça. Il faut savoir que des études ont prouvé que ce mécanisme fonctionnait même sur les gros gagnants du loto. L'euphorie redescend rapidement et ça devient juste leur nouvelle normalité. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il lui reste encore une stratégie pour faire face, par exemple, à des situations ponctuelles, c'est celle des biais cognitifs. Je leur consacrerai prochainement un petit épisode parce que c'est aussi un sujet à connaître. On entend souvent parler d'eux sur les réseaux sociaux par exemple, mais sans toujours comprendre à quel point ils influencent nos décisions. Pour faire simple, on peut dire que les biais cognitifs sont comme des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour gagner du temps, mais qui parfois nous induisent en erreur. Il en existe plus de 250 identifiés, mais on peut dire qu'on en compte une vingtaine de principaux. Et quand il s'agit de changer ou d'évoluer, les trois plus fréquents que notre cerveau utilise sont le biais du statu quo, qui nous pousse à préférer les situations actuelles, même imparfaites, plutôt que de tenter quelque chose de nouveau. Le biais de négativité fait que l'on retient plus facilement les expériences négatives que les positives, et qui renforce donc, par exemple, notre peur de l'échec. Et enfin, le biais de confirmation qui nous pousse à chercher des informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Le truc, c'est qu'on ne peut évidemment pas tous les connaître. Et d'ailleurs, même en sachant qu'il existe, il est très difficile de les identifier dans le feu de l'action. Mais c'est toujours bien de connaître les principaux comme celui de la négativité parce qu'à force, on finit par comprendre certaines de ces influences. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau prend sa mission de protection très au sérieux et c'est rassurant de se savoir aussi bien protégé. Sauf que ces mécanismes finissent souvent par se transformer en peur démesurée, en chaîne invisible, en frein silencieux ou en plafond de verre qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Ton cerveau veut à tout prix éviter l'inconnu et il est prêt à tout pour te pousser à ne pas sortir de ta zone de confort. Il commence par t'envoyer des doutes, des petites pensées subtiles qui sèment la confusion, du style « est-ce que tu es sûr de toi ?» ou « tu n'as peut-être pas les compétences ?» ou encore « et si ça ne marchait pas ?» Et si ces doutes ne suffisent pas pour te freiner, alors il passe à la vitesse supérieure et il déclenche les peurs irrationnelles, une boule au ventre ou une sensation de malaise pour te faire croire que le changement représente un vrai danger. Et toi, tu penses que tu ne peux pas changer, que tu n'en es juste pas capable, alors qu'en réalité, ce sont les chaînes invisibles de ton cerveau qui te bloquent. Et ces mécanismes peuvent toucher tous les domaines de ta vie, tes relations, ton travail, tes ambitions et tes rêves. C'est comme un filtre permanent qui t'empêche de voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Tu as peut-être aussi entendu parler de la légende sur la résistance au changement, qui raconte que les humains résistent naturellement comme par instinct au changement. Alors, pour avoir bien étudié le sujet, laisse-moi te dire que c'est faux. Ce terme vient du monde des systèmes, pas de la psychologie humaine. Il s'applique aux organisations, aux structures
mais pas aux individus. Le cerveau n'aime pas le changement, mais il a aussi la capacité de s'adapter au meilleur comme au pire. Alors oui, les gens peuvent résister à un mauvais changement, un changement mal préparé, qui les met en insécurité, qui leur fait perdre des avantages ou qui n'a pas de sens. Mais face à un bon changement, un changement qui apporte des bénéfices visibles, concrets et accessibles, personne ne résiste. Après tout ça, l'important reste à savoir comment faire pour reprendre le contrôle. Le défi n'est pas de forcer ton cerveau à changer, mais plutôt de gagner sa confiance en lui prouvant que tu peux gérer une situation difficile, que tu es capable de réussir, pour l'encourager à relâcher un peu la bride. Et la première étape, c'est de commencer par de petits changements. Une nouvelle habitude, une petite prise de parole, un choix un peu plus audacieux que d'habitude, pour accumuler des petites victoires que ton cerveau pourra intégrer comme la preuve qu'il peut te faire confiance. Il y aura d'autres pistes à explorer, mais tu as déjà quelques clés pour comprendre d'où viennent tes blocages, tes peurs ou ta sensation de stagner dans une vie qui ne te convient plus. Tu as compris que ce sont des mécanismes de protection, mais surtout que tu peux agir pour calmer ton cerveau et reprendre le contrôle. Et dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin, parce que comprendre ton cerveau, c'est la première étape pour pouvoir l'apprivoiser. Mais ce qui va vraiment tout changer, c'est ton état d'esprit. Alors, j'espère que cet épisode te permettra de voir ton cerveau sous un tout nouvel angle et qui te donnera une envie encore plus grande d'en savoir plus. De mon côté, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour le 4e épisode dans lequel je te parlerai d'un concept qui a changé la vie de milliers de personnes. C'est la mentalité de croissance développée par la psychologue Carol Dweck. Tu vas découvrir pourquoi certaines personnes parviennent à se relever, à se dépasser, à progresser malgré les obstacles, tandis que d'autres restent bloqués dans leur schéma. Et surtout, tu verras comment toi aussi tu peux adopter cette mentalité. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.